Bonjour, bonjour. Bon, je vous préviens aujourd'hui, je suis colère. Oui, je suis colère, oui. Je sors du cinéma parce que j'ai été voir l'Odyssée de Christopher Nolan, qui est le film récent qui fait probablement le plus parler Internet depuis les premiers leaks d'images. Mais installez-vous confortablement, comme toujours on va en parler un peu, mais sans spoiler l'intrigue. Qu'est-ce que je raconte, moi, l'intrigue? L'Odyssée, c'est le fameux récit d'Homère sur le retour d'Ulysse sur son île d'Ithaque après la guerre de Troie. C'est déjà spoilé depuis littéralement des milliers d'années. Il y avait pas grand-chose à spoiler, en fait, hein. Et je vais être honnête avec vous, Internet m'a saoulé sur ce sujet, parce que tout le monde hurlait sur les armures qui seraient pas assez historiques, les acteurs et actrices qui seraient trop noirs, Nolan qui serait un génie ou trop surcoté, j'en passe et des meilleurs. Vraiment, j'ai lu tout et n'importe quoi. Plus le temps avançait vers la sortie du film et plus les réseaux sociaux s'enflammaient. Et quand il est arrivé, tout le monde y est allé de son petit avis ou de sa petite dénonciation ou de sa petite critique. Et avant même de voir le film, tout ce qu'on en disait, moi ça me semblait un peu bidon et j'avais la flemme, voilà. À vrai dire, j'avais pas envie d'aller voir le film, pas envie de rentrer dans l'arène de l'internet qui aime juger rapidement sans savoir, d'autant plus que j'étais un peu claqué après la sortie du gros docu de l'année. D'ailleurs, allez le voir si c'est pas déjà fait, il est passé un peu inaperçu sur YouTube, c'est sur le jour le plus sanglant de l'histoire de l'armée australienne pendant la Première Guerre mondiale, je vous remets le lien en haut, là ou là, je sais jamais, d'autant plus que j'ai changé d'angle, et dans la description bien entendu. Bref, j'ai attendu un petit peu que la sauce retombe parce que, bah oui, tous les influenceurs et tout ça se sont jetés dessus au moment de la sortie pour faire du contenu, mais j'ai estimé que j'avais besoin d'un peu plus de recul, à la fois par rapport à Internet et par rapport au film, pour pouvoir vous en parler plus honnêtement et pas être juste dans l'émotion. Oui, en termes d'influenceurs, c'est pas un très bon choix que de pas être dans la tendance immédiatement, mais je fonctionne comme ça, désolé. Bref, du coup, j'ai décidé d'aller voir cette Odyssée un peu par curiosité, et maintenant, je suis colère. Je suis colère parce que, en fait, j'ai rarement constaté une dissonance aussi importante entre les chouineries des réseaux sociaux et la production elle-même. Le film a plein de choses intéressantes dont on peut parler, mais quasiment personne n'en a parlé. Donc aujourd'hui, on va prendre le temps de se poser ensemble et de voir un peu ce qu'il raconte vraiment ce film au-delà de tout ce que j'ai pu lire dessus depuis des mois sur les réseaux sociaux et qui n'a aucun intérêt. Vraiment aucun intérêt. Alors avant ça, pas de sponsor aujourd'hui, mais une petite promo juste pour moi, parce qu'actuellement mon équilibre financier, il repose énormément sur les abonnements Twitch et les abonnements mensuels via Ulule pour soutenir mon travail. C'est important parce que mon salaire repose en très grande majorité sur ça, les sponsors servant à payer juste les frais de production, les impôts, la compta, le matériel et toutes les dépenses obligatoires des sociétés comme la mienne. Du coup, si vous voulez me soutenir et me permettre de continuer à vous faire du contenu régulièrement, n'hésitez pas à aller faire un tour sur la page des abonnements, ça commence à partir d'1 € par mois et vous pouvez aussi faire des dons libres. Bon, je vais pas vous mentir, il y a eu une baisse des abonnements ces derniers mois, du coup, ça fait un peu mal sur mon propre salaire, et je dois vous avouer que c'est pas très confortable pour vivre. Donc si vous pouvez aider, n'hésitez pas, si tout le monde donnait ne serait-ce qu'1 € par mois, on pourrait boucler tous les gros projets d'ici la fin de l'année, et en monter plein d'autres, donc ce n'est jamais perdu, je vous mets le lien en description. Et puis comme toujours, si vous ne pouvez pas et que vous êtes vous-même en galère, ne vous forcez pas et ne vous privez pas pour moi, parce que vous aurez toujours plus important à faire et à dépenser. Vous pouvez tout de même aller vous abonner sur mon Instagram @Icarius parce qu'il y a beaucoup de contenu supplémentaire, et ne pas oublier de regarder, liker et partager les vidéos quand elles sortent sur YouTube. J'en sors au moins une toutes les 2 semaines depuis peut-être 2 ans maintenant, donc il y a régulièrement des nouvelles choses avec des nouveaux sujets. Donc merci à celles et à ceux qui peuvent aider, parce que je dépends essentiellement de votre générosité pour pouvoir sortir autant de contenu accessible gratuitement à tout le monde, et nous, on embarque avec Ulysse pour notre Odyssée du jour. Bon, du coup, on en pense quoi de ce film? Je vais mettre quelques bases un petit peu pour que vous sachiez d'où est-ce qu'on part. J'ai bien aimé le film, ce sera pas mon film préféré de l'année parce que j'ai vu les 2 films sur De Gaulle qui sont exceptionnels, mais j'ai trouvé l'Odyssée intéressant, tant pour ce que ça montre que pour la proposition artistique de réinterprétation du mythe. Notez que si j'insiste sur le concept de réinterprétation du mythe, c'est parce qu'il est important, notez-le parce qu'on va s'en servir. Je pense que c'est important de préciser que je ne suis pas un fan absolu de Christopher Nolan, même si j'aime bien certaines de ses productions. Je trouve qu'il est parfois un peu surcoté par certains de ses admirateurs, mais à part ça, j'ai pas mal de plaisir à découvrir ce qu'il fait régulièrement. Donc voilà, c'est dit, vous savez comment je me positionne, et donc on peut vraiment parler du film. L'Odyssée raconte les aventures d'Ulysse, le roi d'Ithaque, qui tente de rentrer chez lui auprès de sa femme Pénélope et de son fils Télémaque. Cela fait suite à la guerre de Troie, célèbre conflit mythologique ayant opposé les Mycéniens menés par Agamemnon aux Troyens du roi Priam. Après beaucoup de rebondissements et d'interventions de divinités et de héros comme Ajax, Achille, Hector, Patrocle ou Paris, les Mycéniens réussissent à prendre la ville de Troie grâce au stratagème inventé par Ulysse. Des guerriers cachés dans un cheval de bois et offerts aux Troyens comme offrande aux dieux et à la paix, et qui vont, en pleine nuit, sortir du cheval pour prendre la ville en ouvrant les portes.
Là-dessus, le film est cohérent sur le récit connu, ce dernier ayant influencé bon nombre de récits historiques ultérieurs jusqu'à nos jours. Ça veut dire que ça a beaucoup été réécrit l'Odyssée, voilà, c'est important. Parce que oui, on va rentrer un peu tout de suite dans le vif du truc là. Vouloir chercher une cohérence historique à un récit dont il existe plusieurs versions écrites et réécrites au fil du temps, attribuées à Homère mais qui n'est possiblement qu'une collecte et réécriture d'autres mythes plus anciens ou plus récents d'ailleurs, recombinés sur des vrais événements historiques, le tout avec des interventions de dieux, de monstres, de nymphes, de sirènes, de sorcières, et tout ça ayant été écrit, réécrit, réinterprété et recomposé tout au long de l'histoire jusqu'à nos jours, eh ben, je pense que comme nos amis québécois le disent assez bien, ça n'a pas de bon sens. Alors oui, il existe des hypothèses de l'époque à laquelle ont pu se passer des événements historiques qui auraient servi d'inspiration au récit, à savoir la guerre de Troie. C'est plus ou moins vers moins 1200, peut-être avant, peut-être après. Vous l'aurez compris, c'est une fourchette hypothétique assez large, même si on a retrouvé des traces archéologiques qui pourraient concorder. Et vraiment, je notais le conditionnel et l'hypothétique, c'est hyper important parce que même si la base du récit d'origine pourrait reposer sur des événements historiques, eh bien ce récit d'origine, il est brodé avec beaucoup d'autres trucs, plus ou moins réalistes, donc ça rend l'identification un peu compliquée. C'est un peu comme si, je sais pas, dans 3000 ans, on essayait de deviner des événements historiques qui se cachent derrière le Seigneur des Anneaux sans avoir beaucoup d'autres sources, eh ben ce serait un poil compliqué. Bref, si le film avait fait le choix d'une approche historique, c'est-à-dire débarrassé des événements magiques, divins ou autres monstres, on aurait pu effectivement discuter de l'approche réaliste. C'était le cas dans le film 3 de 2004, dont on a déjà parlé sur la chaîne. Mais dans la proposition de Christopher Nolan, eh bien ce n'est pas le cas. Nous sommes bel et bien face à la réécriture du mythe en tant que mythe, avec les sorcières, le cyclope et tout le tintouin, quoi, voilà. Et en dehors du fait que ça m'a permis d'utiliser le mot tintouin, et ça j'aime bien, voilà, ça veut aussi dire qu'on ne doit pas aborder ça autrement que sous l'angle du mythe. Parce qu'au final, qu'est-ce qu'on peut dire des costumes ? Globalement, on a des trucs qui font grec dans l'inconscient collectif, mais qui ne correspondent ni à la période supposée de la guerre de Troie, ni à la période classique d'ailleurs. Les épées sont étonnamment convenables, c'est ce qu'on appelle des épées mycéniennes de type G, avec la garde en forme de corne. C'est juste que souvent elles sont bien trop larges et bien trop épaisses, mais bon, la forme est la bonne. Les boucliers sont des trucs de théâtre un peu nuls, la plupart des armures et des casques sont dans une matière molle ridicule sur les casques des Troyens, et qui permet de ne pas faire de bruit quand on roule dans les escaliers, c'est super pratique, hein, voilà. On m'a dit d'ailleurs que Nolan avait volontairement voulu avoir des costumes de théâtre un peu nuls. Choix artistique discutable si c'est vrai, voilà. Alors les géants et leurs armures, je vais oublier qu'ils existent, hein, tout simplement. La scène est cool, mais le choix artistique des armures est très perturbant, encore une fois. Hein. L'armure d'Agamemnon est un mélange détonnant entre Batman et un Space Marine, et le reste est vêtu de haillons, ou de l'assemblage habituel de cuir, fourrure et bouts de métal usés, qu'on retrouve dans toutes les productions contemporaines de ce genre. Voilà, y a rien à en dire, vraiment, y a rien à en dire. Dieu merci, la merveilleuse Anna Thaoué et son personnage de Pénélope ont d'incroyables robes qui nous rappellent que la couleur existe, merci beaucoup. Bon, j'ai trouvé qu'il y avait un effort intéressant qui était fait sur les matières, puisqu'on repère bien le lin léger, lourd ou imperméabilisé selon les besoins. Le bateau d'Ulysse est un drakkar viking et c'est très dur d'en faire abstraction, mais en dehors de ça, je trouve que matériellement, il n'y a rien à en dire. Et c'est bien ça le problème. Comme on est dans quelque chose de très mythologique, faire des costumes très historiques n'était pas particulièrement important. En revanche, est-ce que c'était bien la peine d'avoir autant de budget pour faire des costumes aussi chiants ? Eh ben je crois pas. Parce que oui, je l'ai dit, les costumes sont chiants. C'est gris, avec des casques nuls, des cuirasses nulles, des chaussures nulles, des vêtements nuls. Tout est triste, sans volume, sans vie, sans quoi que ce soit. C'est d'un ennui mortel. Les costumes sont juste super chiants. Les casques des Troyens et les armures des géants sont absolument atroces, et la plupart des autres éléments sont juste, parfaitement oubliables. Est-ce qu'il fallait pour autant partir dans les propositions d'évocation ou d'interprétation un peu libre des costumes de cette période comme j'en ai vu beaucoup passer ? Ça, je suis pas sûr du tout. Oui, ça aurait pu être cool, et ça aurait beaucoup fait parler, mais est-ce que c'était judicieux ? Au vu de la proposition artistique globale de Christopher Nolan, j'en suis absolument pas sûr. Bon, par contre, j'aurais pas craché sur des costumes un peu plus ambitieux, au lieu de l'habituel caca gris marron cuir qu'on voit partout, hein, voilà. Parce que, justement, Nolan nous a quand même habitués à un peu plus de risques sur ses propositions artistiques.
Par contre, il y a un truc qui est assez dramatique, c'est l'utilisation des arcs. Hein. Voilà, on a Ulysse qui est censé être le meilleur archer du monde, de la Terre entière, et qui ne sait pas mettre une corde à son arc et encore moins le tirer. Voilà, ne parlons pas de tous les autres qui ne savent pas mieux, hein. C'est catastrophique. Un arc, ça se tire pas devant la poitrine comme ça, hein, parce qu'à cet endroit, on vise rien et on peut même pas développer toute la puissance de l'arc qui se développe là, hein, voilà. C'est un peu ridicule. En fait, pour moi, pour quelqu'un comme moi, c'est comme si dans le prochain Fast and Furious, vous aviez quelqu'un qui faisait, je sais pas, des courses de rue, de bagnole, avec un carte à pédale manœuvré avec les mains comme ça. Ce serait très rigolo, mais ce serait ridicule, ça vous semblerait complètement absurde. Et c'est là où je trouve qu'on en arrive à la quintessence de l'arrogance du cinéma contemporain. Visiblement, ils ont décidé de se passer des conseils de quelqu'un qui sait vraiment tirer à l'arc, en estimant qu'il ferait toujours mieux à leur idée. Hein, voilà, le résultat, c'est que c'est absolument ridicule. Carte à pédale, Fast and Furious, avec les mains. Voilà. Bon, vous me direz, mais la plupart des gens ne s'en rendent pas compte, alors est-ce qu'on s'en fout pas un petit peu ? Bon, au-delà du principe philosophique derrière ça, c'est surtout qu'un des enjeux, c'est de montrer que l'arc d'Ulysse est tellement puissant que lui seul peut s'en servir. Et l'arc en tant qu'arme, elle a ceci de merveilleuse que la puissance est visible dans l'attitude du tireur. Ici, on devrait avoir Ulysse qui joue avec ses énormes bras, comme ça, pour envoyer des troncs d'arbres sur ses ennemis, et ce serait vraiment impressionnant, au lieu d'avoir un peu les bras qui tremblotent au moment de mettre une corde, et de mal mettre une corde en plus de ça, et puis de faire piou-piou comme ça sur les prétendants, avec un arc en jouet. Je sais pas si j'en ai un dans la réserve, je crois pas, mais un arc en jouet, quoi. Enfin, c'est vraiment ça. Bref, c'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi, ça veut dire beaucoup. Et même si je ne sais pas si Christopher Nolan joue du piano debout, ça aurait tout à fait pu renforcer son envie de faire le plus de mise en scène physique impressionnante, sans effets spéciaux. Parce que oui, c'était un parti pris, et on peut en parler, Nolan a préféré faire le plus de mise en scène physique possible, de choses physiques, plutôt que de faire des effets numériques. Et j'ai vu beaucoup de gens dénigrer ces choix-là sur internet, de tourner un maximum avec des effets physiques, comme le Cyclope qui est en fait une grosse marionnette. Et je vous avoue qu'après avoir vu le film, je me demande si on a vu le même film, et je pense que les gens ont ouvert leur bouche sans l'avoir vu. Parce qu'il faut bien se dire que pour dépeindre une créature grotesque, monstrueuse, hors norme et dérangeante, qui bouge étrangement et nous emmène sur un chemin entre horreur et dégoût, eh bien, le Cyclope est incroyablement réussi. Un des principes du mythe du Cyclope, c'est de questionner notre propre humanité, et je trouve ça particulièrement évocateur dans le film, notamment à travers le choix de cette marionnette. De même que la proposition du monstre Scylla, qui sonne tellement comme un hommage au monstre antique de production de péplum, je n'ai pas pu y voir autre chose. C'est... En fait, de manière générale, j'ai l'impression que Nolan avait parfaitement conscience de s'inscrire dans une continuité artistique millénaire avec des clins d'œil aux films qui ont déjà traité le sujet. C'était assez rigolo et je trouve ça plutôt chouette de rappeler, oui, je sais d'où on vient avec cette histoire. Et par moments, on est à la limite du film de genre, un peu horrifique, un peu glaçant. L'épisode avec le Cyclope Polyphème ou la sorcière Circé en sont deux bons exemples. Si vous avez vu le film, vous savez de quoi je parle. Pour les autres, j'en dis pas plus parce que c'est des moments à vivre, quoi. Et là, je veux attirer votre attention sur un truc super important. Ce que j'ai trouvé particulièrement intéressant, c'est que sur son ambiance, Nolan n'est pas allé chercher le réalisme, ou la religion, ou sur l'aventure épique, comme beaucoup de ses prédécesseurs, mais bel et bien le mysticisme. Tout est baigné dans une atmosphère un peu étrange, dans laquelle les humains naviguent sans trop comprendre, ni trop savoir, en se reposant sur les malédictions ou les bénédictions des dieux pour expliquer ce qui leur arrive d'extraordinaire et se rassurer un peu. Et ça, eh bien c'est une des caractéristiques essentielles de la compréhension des sociétés anciennes, notamment grecques. Le mysticisme, les croyances, les superstitions, la religion, tout ça est intimement lié à la vie et c'est rarement mis en scène dans les productions contemporaines au profit d'un réalisme très crasse et qui baigne souvent dans sa crasse aussi d'ailleurs, hein, voilà, ou alors de quelque chose de très épique, de très aventure, très héroïque, machin. Et je vais pas m'étendre sur les gens qui ont fait remarquer sur les réseaux sociaux qu'il y avait trop de noirs au casting, bon, réinterprétation d'un mythe contemporain, ça veut donc nécessairement dire que les gens mettent en avant leur propre imaginaire à un moment M. Et ce, quelle que soit la période. Au Moyen-Âge, vous avez des enluminures ou des tableaux de la guerre de Troie où les armées utilisent des canons, hein, et je ne parle pas d'Hélène, mais bien des pièces d'artillerie. De la même manière, on est quand même beaucoup à avoir grandi avec Ulysse 31, mais personne ne monte au créneau parce que les pistolets laser n'existaient pas au moment de la guerre de Troie. Vous avez le droit d'avoir votre propre imaginaire, mais ne cherchez pas à l'imposer à tout le monde en disant qu'on a toujours fait comme ça et que c'est l'œuvre qu'on assassine, parce que ce n'est jamais vrai quand on regarde un peu les sources historiques et littéraires d'ailleurs.
C'est rigolo d'ailleurs parce que j'ai vu beaucoup de gens parler du fait qu'Hélène soit noire, mais peu de gens s'insurgeaient contre le fait que les sirènes sont juste des femmes à poil sur des rochers et pas des femmes à queue de poisson ou des femmes à corps d'oiseau comme dans le mythe d'origine. Comme quoi, selon la période, la vision qu'on a de telle ou telle chose dans un récit mythologique, eh bien, elle peut changer. Et c'est pas grave parce qu'un mythe est là pour nous faire rêver un peu, mais surtout pour nous questionner beaucoup. Et visiblement, cette réinterprétation de 2026 arrive très bien à le faire, nous questionner, vous questionner et faire ressortir des trucs. Alors, faut-il voir l'Odyssée de Christopher Nolan? Comme toujours, ce n'est pas à moi de vous dire quoi faire, mais pourquoi pas dans ce cas précis? C'est une proposition artistique intéressante, qui vaut bien plus que ce qu'Internet en a dit, peut-être que vous accrocherez, peut-être que non, mais moi j'ai trouvé ça vraiment intéressant, même si les costumes sont vraiment d'un ennui terrible, je vais pas revenir là-dessus. Le casting fait très bien le travail. Tom Holland et John Bertal m'ont même fait oublier leurs personnages de Peter Parker et Frank Castle, alors que j'ai vu le dernier Spider-Man à peine 2 jours avant l'Odyssée. Anna Hathaway est la reine qu'elle prétend être, soyons très clairs là-dessus, et Matt Damon s'en sort très bien en Ulysse torturé par sa propre humanité. Parce que c'est un peu là, je crois, le propos de fond de cette œuvre. L'humanité. C'est tout le propre des mythes et de leur réinterprétation, tâcher d'apporter une réflexion, une lumière sur un aspect de nos considérations contemporaines. Nous sommes ici face à un Ulysse blessé, abîmé par 10 années de guerre et le massacre qu'il a provoqué en ouvrant les portes de Troie grâce à sa ruse du cheval. Perdu loin de son foyer, de ce qui fait le cœur de son humanité, et se raccrochant comme il peut aux lambeaux de ses propres principes. On le voit fatigué, on le voit plein d'espoir, on le voit au fond du gouffre et n'aspirant plus qu'à oublier et se perdre au lieu d'affronter sa vie. On le voit également perdre des personnes chères, on le voit se sentir responsable d'événements qu'il a provoqués, comme d'autres pour lesquels il ne fait que subir ces événements. Et je pense que toute personne qui a un peu vécu et réfléchi à sa propre vie ne peut qu'être touchée par cet Ulysse qui tâche de faire de son mieux dans un monde qu'il ne comprend pas tout à fait, allant de Charybde en Scylla, prétendant parfois n'être personne et parfois responsable de la chute de tout un peuple. Alors on peut évoquer le thème de la chute de la civilisation comme mentionné à la fin du film, mais je le trouve un peu anecdotique au final. C'est le lot de toutes les personnes qui vieillissent, je crois, que d'avoir l'impression que le monde qu'ils ont connu n'existe plus ou a changé. En bien, en mal, chacun sera juge, mais c'est souvent un peu des deux. Et ça, ce n'est pas nouveau, ce sont des questions que nous nous posons tous et toutes collectivement aujourd'hui, mais que l'on retrouve à toutes les périodes dans de très nombreuses sources historiques. Les récits d'Homère ne sont peut-être que les premières traces de cette impression d'être dépassé par les événements et le changement, mais il suffit d'ouvrir à peu près n'importe quel média pour se rendre compte que c'est encore une préoccupation collective contemporaine. Donc voilà, j'ai trouvé ce film intéressant. Pas parfait, mais intéressant. J'ai adoré l'ambiance de mysticisme permanent, mais j'ai détesté les costumes. Les décors sont sympas, mais souvent un peu oubliables, mais Nolan a su faire ce qu'on demande parfaitement finalement à un mythe, se l'approprier, assumer l'irréaliste, s'en servir de support pour ouvrir des interrogations humaines. Là où c'est intéressant, c'est que ces interrogations sont à la fois parfaitement historiques, mais également parfaitement contemporaines aussi. C'est le propre des mythes qui traversent le temps finalement, et le film joue assez finement sur cette ligne assez ténue. Et si vous cherchez un peu sur internet, des interprétations de l'Odyssée, il y en a eu des milliers dans le monde entier, dans des formes très différentes. Moi j'adorerais voir une interprétation de l'Odyssée, mais qui se passerait pendant la Première Guerre mondiale, ou juste après la Première Guerre mondiale. Parce que ça fonctionnerait très bien, et que, en fait, c'est juste un ensemble de grands principes et de récits qui s'adaptent assez facilement. Ce qui veut aussi dire que dans ce genre de cas, les costumes sont secondaires. Voilà, et je vous le dis souvent, faites bien la différence quand vous regardez quelque chose entre ce qui est important et ce qui ne l'est pas. En l'occurrence ici, je trouve ça plus important de constater que les costumes sont profondément chiants et n'ont aucun intérêt, plutôt que le fait qu'ils soient historiques ou non. Ça n'est pas ça le plus important. Maintenant, collectivement, je me demande s'il ne faut pas qu'on se questionne sur notre usage des réseaux sociaux dans ce genre de cas. Si vous me suivez sur Insta ou sur Blue Sky par exemple, qui sont les deux réseaux que j'utilise le plus et où je poste le plus, vous aurez remarqué que je ne m'étends jamais trop par avance sur des productions historicisantes avant leur sortie. Alors oui, je peux faire 2 ou 3 blagues et 2-3 commentaires, mais je ne vais jamais me positionner trop fortement et trop frontalement par avance, parce que je trouve que c'est idiot, surtout sans avoir vu le film, voilà. Les bandes annonces, les affiches, c'est du marketing. Le tout est de savoir si la production derrière sera une œuvre marketing ou une œuvre artistique. On dira ce qu'on veut de Nolan, mais on ne pouvait que s'attendre à une vraie proposition artistique, qu'on aime ou non ensuite et qu'on aime ou non le bonhomme, c'est pas le sujet. Mais plus ça va, et plus sur les sujets d'inspiration historique, je vois les réseaux s'enflammer sur des micro-détails et sans aucun recul réel sur ce qu'ils disent, sans réfléchir aux intentions, à ce qui est montré, à pourquoi c'est montré, à comment c'est montré, et en allant très loin dans la surinterprétation.
Et ça, la surinterprétation en se faisant son petit film et ses petits drames à soi, c'est souvent ce qui ruine toutes les relations humaines, tous les liens que nous construisons ensemble et qui nous permettent de faire société, y compris dans la vie de tous les jours. Et la chute de la civilisation, elle est peut-être un peu là. Alors une petite précision au montage, c'est pas parce que je vous dis ne critiquez pas n'importe comment ni n'importe quoi que pour autant il n'y a rien à critiquer dans l'œuvre de Nolan, et c'est bien de le rappeler. En l'occurrence, il y a pas mal de choses qui sont sorties entre le moment où j'ai écrit la vidéo et le moment où je la sors moi-même, des critiques qui commencent à être vraiment intéressantes et qui questionnent plusieurs sujets, notamment la question de la violence, comment est-ce que la violence est mise en scène, pourquoi elle est mise en scène de cette manière-là et tout, c'est intéressant, c'est vraiment une question qu'on peut se poser dans l'œuvre. Vous avez également la question autour de l'adaptation de l'œuvre originale. Alors comme je disais, l'Odyssée ça a été écrit, réécrit, repris, relancé, remachin, retruc. Certains et certaines peuvent regretter que ce soit pas plus proche de l'œuvre originale, mais je pense que là encore il y a plein de questions qui se posent sur la durée d'un film, sur qu'est-ce qu'on veut montrer, sur qu'est-ce qu'on veut dire, sur pourquoi. Parce que comme je disais, la réinterprétation d'un mythe, c'est avant tout pouvoir s'en servir pour illustrer des choses de nos vies contemporaines. Donc ça c'est hyper intéressant aussi de questionner les choix du réalisateur d'un point de vue de l'adaptation. Et puis il y a la question également qui est beaucoup revenue, je l'ai vu plus récemment et avec des débats assez passionnants d'ailleurs, sur la manière dont les personnages féminins sont mis en scène. Il y en a qui trouvent ça très bien, il y en a qui trouvent ça vraiment très mauvais, pour des raisons qui sont très différentes et que je trouve toutes valables. Et c'est ça qui est intéressant dans la critique parfois, c'est que des arguments contraires peuvent bien se tenir. Et je parle d'arguments, je parle pas juste de trucs un peu faciles jetés comme ça sur les réseaux sociaux. Donc voilà, tout ça pour vous dire qu'il y a vraiment des trucs qui sont critiquables dans l'œuvre, parce que il y a des vrais choix artistiques, c'est un des trucs qu'on peut pas retirer à Nolan, je pense, les choix artistiques. Et voilà, mais il faut voilà, se poser les bonnes questions, critiquer des choses qui valent le coup d'être critiquées parce que ça nous pose nous-mêmes nos questions sur pourquoi est-ce qu'on décide de mettre ça en scène et pourquoi on décide de le faire de telle manière en 2026 quoi. Voilà. Donc, c'était important de le rappeler que c'est pas parce que je vous dis ne critiquez pas n'importe quoi que pour autant faut pas critiquer. Mais attendez d'avoir vu le film déjà et asseyez-vous, réfléchissez, demandez-vous ce que vous avez vu, pourquoi vous l'avez vu, etc. Au lieu de réagir à chaud en mode ah là là, c'est nul. Moi j'aurais pu le faire aussi et dire oh là là, c'est des quiches, ils savent pas tirer à l'arc alors que c'est important, les armures sont nulles et m'arrêter là. Mais j'ai estimé que le film avait d'autres choses à raconter que juste ces trucs un peu de base qui pourtant sont un peu mon cœur de métier et mon cœur de cœur quoi, l'émotion. Bref, voilà, c'est ça que je voulais rajouter au montage et du coup je vous avais fait profiter du très beau parc qu'il y a dans lequel je passais à ce moment-là. Alors restez ouverts, restez prudents, posez-vous des questions, cherchez le sens des choses au-delà des hurlements des hyènes polémistes à qui l'on donne trop la parole. Une bonne partie de mon travail consiste à critiquer les productions historiques, en m'en servant parfois de support pédagogique pour vous parler de la période, mais surtout en essayant de comprendre et de vous transmettre le sens des choses. Et oui, ça m'oblige à voir trop de trucs, trop de mauvais trucs d'ailleurs, et parfois à me rendre un peu fou avec ça, vous savez souvent en rire. Mais si moi je peux réussir à rester ouvert en regardant ce genre de film, à ne pas juste me laisser embarquer par les quelques trucs que je n'aime pas ou qui ne correspondent pas à mon propre imaginaire, alors je pense que vous pouvez aussi y arriver sans problème parce que je ne suis pas meilleur que vous. Et voilà, c'est ce que je voulais vous dire avec l'Odyssée, n'écoutez pas trop Internet et surtout évitez de vous laisser entraîner dans les bad buzz artificiels qui ne reposent que sur des coup marketing. Voilà, vous risqueriez de passer à côté d'expériences de cinéma vraiment intéressantes et c'est dommage, voilà. Et d'ailleurs, tant que je parle de ça, l'IMAX, on s'en tape, et la version encore plus. Voilà. Je l'ai vu volontairement en version ciné classique, ça m'a coûté moins cher, et le film était tout aussi chouette. Voilà, si Nolan a choisi de sortir son film dans 3 formats différents, c'est que les 3 formats valaient le coup. Alors oui, il aurait dit que la façon de voir son film, c'était en IMAX 70 mm, qui est dispo que dans 15 cinémas dans le monde, je crois, mais si c'était vraiment vrai, il ne l'aurait sorti que dans ces 15 cinémas, chose qui évidemment, il n'assumera jamais, ni lui, ni sa boîte de prod, ni personne. C'est donc que le film est bien regardable un peu partout, et j'avoue que j'ai passé un très bon moment en version ciné classique. Bon, et à titre personnel, j'ai du mal à apprécier la plus-value de l'IMAX, à part pouvoir compter les taches de rousseur avec précision sur le visage d'un acteur. Bref, c'était mon petit format sur Faut-il voir l'Odyssée, merci d'être resté jusque-là. À la base, je comptais pas faire une vidéo dessus, et quand j'ai vu le film, j'ai fait mais Internet raconte n'importe quoi en fait. Voilà, c'était bon. Évidemment, certains vont me dire genre c'est une surprise pour toi, mais genre, non, Internet raconte des choses diverses et variées, voilà. Mais là, c'est surtout des choses diverses et avariées qui ont été racontées par Internet.
Bref, n'hésitez pas à aller faire un tour sur le lien de mes abonnements pour m'aider à continuer de produire du contenu. Les réseaux sociaux aussi, évidemment, tout est en description. Comme d'habitude, les influenceurs, on le dit pas assez, mais on dépend beaucoup de vous. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne, liker, commenter et partager pour la faire connaître. Mais d'ici là, n'oubliez pas que l'histoire est vivante.